Excellences, chers amis, je tiens à remercier le groupe d'intérêt sahélo-saharien de m'avoir invité à sa 20e réunion annuelle. Je remercie également le Sahara Conservation Fund. C'est un immense plaisir pour moi d'échanger avec vous. Dans les nombreux postes que j'ai occupés, y compris aujourd'hui en tant que secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, j'ai pu mesurer, apprécier et intégrer le rôle de la science dans mes travaux. Les progrès scientifiques et la compréhension publique de la science ont une incidence directe sur bon nombre des activités de la Convention, y compris la santé des écosystèmes bien sûr, mais aussi la santé humaine, le bien-être humain, l'emploi et le renforcement de la résilience. La science est essentielle pour nous aider à transformer nos attitudes à l'égard de la planète. Essentielle aussi à faire progresser le respect et la compréhension entre les peuples et à servir les objectifs de l'inclusion sociale et économique alors que nous sommes confrontés à une pandémie sans précédent. La 20e Assemblée annuelle que vous célébrez aujourd'hui est un moment important pour la science. Votre rôle est plus que jamais crucial pour nous orienter vers la bonne voie au Sahel. Bien entendu, le progrès scientifique et la compréhension publique de la science ne sont effectifs que lorsqu'ils permettent de transporter et de transposer les recherches scientifiques dans la définition de politique. La science n'est effectivement conscience que lorsqu'elle permet d'alimenter et d'influencer les définitions de politique. Chers amis, je voudrais vous faire part de mon évaluation de la situation au Sahel. La pandémie du Covid-19 a bouleversé notre monde. Selon la Banque mondiale, l'impact économique de la pandémie menace d'anéantir 5 ans de progrès en matière de développement dans tous les pays du Sahel et de pousser plus de 1,3 million de personnes dans l'extrême pauvreté. Avant la pandémie de la Covid-19, le Sahel était déjà confronté à une série de crises multidimensionnelles. À la crise alimentaire, maintenant endémique, se sont superposés d'autres défis environnementaux et sécuritaires. Des millions de personnes vivent dans une situation de détresse et sont dépendantes de l'aide humanitaire. Au Sahel et au Sahara, le phénomène de la péjoration climatique s'est durablement installé depuis plusieurs milliers d'années. Désertification, dégradation des terres, désertisation, les termes et les définitions n'ont pas manqué pour caractériser cette destruction des milieux naturels. Vulnérabilité, fragilité, dépendance, démembrement social, là aussi, les qualificatifs n'ont pas manqué pour décrire la souffrance humaine. Le groupe intergouvernemental des experts des Nations Unies sur l'évolution du climat ne s'y est pas trompé dans son rapport de 2019 lorsqu'il a identifié la région comme un point chaud du changement climatique. D'une manière générale, l'Afrique de l'Ouest devrait connaître des températures plus élevées d'ici la fin du siècle, en particulier dans la partie occidentale du Sahel. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, par exemple, prévoit une hausse de température comprise entre 3 et 4 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Par rapport à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, le Sahel a les cas les plus élevés enregistrés de facteurs de stress climatique, c'est-à-dire de la sécheresse, le vent et les inondations. Cela n'est nullement une surprise pour vous dans cette salle. Or, l'économie alimentaire représente 66% de l'emploi total en Afrique de l'Ouest. Le système économique régional dépend de la stabilité climatique. Ceci explique la forte corrélation entre les années de sécheresse et les années de mauvaise performance économique. Dans des pays comme le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Mali, où l'économie alimentaire contribue à plus de 80% de l'emploi, la variabilité climatique place des économies nationales et locales en situation de grande vulnérabilité. Et comme vous le savez, les femmes au Sahel dépendent largement des économies agricoles et alimentaires, contribuant à 40% de la production agricole. Le plus frappant, et cela n'est pas toujours visible, est que les femmes occupent 80% de la transformation agricole et 70%
de la main-d'œuvre, de la distribution agricole au niveau régional. Chers amis, la situation est certes difficile, mais en même temps, il y a un large consensus sur la possibilité de construire un monde meilleur et d'aborder cette crise et l'avenir en transformant notre relation avec la nature. L'histoire des peuples de la région n'a pas fini de dévoiler combien ces derniers ont été résilients, combien ils ont été capables de s'adapter constamment face à l'adversité, combien ils sont réceptifs à des technologies nouvelles qui ont façonné leur avenir. Nul besoin d'aller loin. Il suffit de visiter la mosquée Sankoré à Tombouctou et celle de Gao. L'architecture, le pisé en terre, le style soudanais n'est-il pas né de la rencontre à la Mecque entre Mansa Moussa et Abu Ishaq al-Sahili au mort de Granada? Ce voyage épique fut largement documenté par les écrivains arabes. Avant Kanka Moussa, l'empereur Bakari, sahélien par excellence, n'avait-il pas relevé le défi de naviguer en mer? Bakari avait, au passage, abdiqué du trône du plus puissant empire connu du monde, rien que pour satisfaire son goût d'aventure et sa curiosité en traversant l'océan au large de la côte sénégambienne de son empire. 180 ans avant Christophe Colomb. 180 ans, je répète, avant Christophe Colomb. Un grand Mansa sahélien, surnommé le roi voyageur, aurait donc traversé l'Atlantique. Pour nous, aujourd'hui, je vois 3 domaines d'action importants. Tout d'abord, la science est claire. Une terre saine et qui fonctionne bien joue un rôle essentiel dans le soutien aux populations, en particulier face à la pandémie de la COVID-19. Des décideurs vous écoutent. En faisant cela, ils comprennent mieux que la restauration des terres et la gestion durable des terres sont parmi les meilleures réponses à long terme à la pandémie. Comme vous le savez si bien, la terre est et sera notre plus grand allié. Il s'agit d'une contribution peu coûteuse, démocratique et pro-pauvre que mettre fin à la crise climatique. C'est aussi la pierre angulaire d'une sécurité alimentaire accrue et un catalyseur d'une biodiversité saine. Prenons l'exemple de la Grande Muraille Verte. Cette initiative transforme la vie des gens en leur donnant des emplois verts et en ramenant la biodiversité en restaurant 100 millions d'hectares de terres dégradées et en atténuant les effets de la sécheresse. Des initiatives réparatrices à grande échelle comme celle-ci peuvent faire beaucoup pour rendre les communautés les plus résistantes aux crises, ramener la biodiversité, réduire les effets du changement climatique et fournir des moyens de subsistance aux femmes et aux jeunes. Cette année, l'accélérateur de la Grande Muraille Verte a reçu des promesses de fonds de 14 milliards de dollars pour aider à restaurer les terres dégradées. Aussi, à ce jour, 127 pays se sont engagés à fixer les objectifs volontaires de neutralité en matière de dégradation des terres par le biais de cette convention. La conservation et la restauration des terres doivent continuer à soutenir les efforts de sortie de la crise de la COVID-19, en particulier pour les économies rurales de la région du Sahel. Deuxièmement, nous devons exploiter l'interface de la science et de la définition des politiques pour améliorer les politiques fondées sur des données probantes et la prise de décision. La science au service du bien commun est au cœur du mandat de la Convention. Elle peut aider à résoudre la crise COVID-19 et servir d'accélérateur pour atteindre les objectifs du développement durable. Ce que nous faisons, ce que vous faites, peut aider à transformer une région pleine de potentiel. Le Sahel, au sens large, compte plus de 300 millions d'habitants dans un monde qui s'urbanise toujours davantage. Cela offre des possibilités de diversification économique, de moyens de subsistance et de développement de la chaîne de valeur. Le Sahel est un immense réservoir inexploité pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il est évident qu'il reste beaucoup à faire pour commencer à puiser dans cette énergie, étant donné le manque d'infrastructures. Mais ce travail crée des possibilités d'emploi qualifiés, de meilleurs moyens de subsistance et de rendement économique. Et bien sûr, une révolution des énergies renouvelables profiterait au climat et à la sécurité énergétique de la région.
Le Sahel, paradoxalement, est irrigué par les plus grands systèmes fluviaux d'Afrique de l'Ouest. Utilisés à bon escient, les cours d'eau en milieu aride sont un don de la nature. Sous nos pieds, nous avons les plus grands réservoirs aquifères d'Afrique. Malheureusement, nous ne semblons pas être conscients de l'énorme potentiel que nous avons entre nos mains. Le monde et le reste du monde non plus. Pour qui a les terres et l'eau en abondance, qui possède un gisement infini de soleil, ne manque pas d'atouts. Donc notre tâche est de changer ce narratif. Nous avons besoin que vous parliez de la façon dont le Sahel peut se transformer. Nous devons tirer parti de la science pour le bien commun mondial et galvaniser le progrès et un nouvel élan dans le programme de restauration des terres du Sahel. Vous devez soutenir l'action nationale sur terre à l'échelle. Chers amis, cela m'amène à mon troisième et dernier point. Les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse vont bien au-delà des questions environnementales, comme l'illustrent les conflits croissants de plus en plus meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Partout dans le monde, les pays les plus vulnérables à la dégradation des terres sont les plus vulnérables aux conflits et à la fragilité. Lors de ma dernière visite au Burkina Faso, j'ai vu comment la dégradation des terres exacerbe la concurrence sur des ressources de plus en plus limitées. Dans tout le Sahel, 4,2 millions de personnes sont déracinées. Au cours de l'année écoulée, au Burkina Faso et au Mali et dans l'ouest du Niger, les déplacements ont quintuplé, exposant les populations marginalisées au risque d'extrémisme violent, en particulier les jeunes. D'ici 2050, la conjugaison de la dégradation des terres et du changement climatique pourrait forcer 50 à 700 millions de personnes à migrer. Assurer une paix et une stabilité durable au Sahel implique d'adresser les causes profondes de l'instabilité dans la région. L'approche tout sécuritaire à elle seule ne suffira pas à stabiliser la région. Il faut transformer positivement les économies, améliorer le cadre de vie des populations et rendre l'espoir aux jeunes. Il convient d'éviter que les différends liés à la compétition pour l'accès aux ressources ne se transforment en conflits ethniques, confessionnels ou transfrontaliers. Il convient non seulement d'élargir l'aide au développement et de la coopération avec le gouvernement, mais aussi de mettre en place les conditions nécessaires à la mobilisation d'importants investissements privés. La science a de plus en plus d'influence sur la vie des gens. Les avantages que l'humanité en a récemment tirés sont sans précédent dans l'histoire de l'espèce humaine, y compris pour ce qui concerne la gestion de la pandémie de la COVID-19. À cette fin, la science doit devenir plus multidisciplinaire et ses praticiens doivent continuer de promouvoir la collaboration et l'intégration entre les sciences sociales, les sciences naturelles et valoriser les systèmes de connaissances locaux et la sagesse autochtone. Le pouvoir de la science de changer les choses est à présent une réalité pour tous. La science n'a jamais eu un rôle aussi important à jouer dans la société et la gestion des affaires publiques. À vous de jouer. Je vous remercie.